Mon mari a dit qu'il n'avait pas besoin de mon amour. Il a perdu la tête quand j'ai arrêté de le lui donner. Jérôme et moi étions ensemble depuis 20 ans et avions 2 enfants, Jade, 12 ans, et Maxime, 10 ans. Pendant les 15 premières années, tout allait bien. Nous formions une équipe, élevant des bébés, construisant nos carrières, bâtissant un foyer. Mais une fois que les enfants ont grandi et n'ont plus eu besoin de nous à chaque seconde, j'ai remarqué que Jérôme avait complètement décroché de notre mariage. Il rentrait à la maison, dînait, puis s'asseyait sur son téléphone pour faire défiler des forums de sport, probablement l'équipe, jusqu'au coucher. Les week-ends, il regardait le football ou jouait à la console pendant 8 heures d'affilée. Quand j'essayais de lui parler, il grommelait des réponses sans lever les yeux. Je m'asseyais juste à côté de lui et il tournait son corps pour s'éloigner, comme si je le dérangeais. J'ai tout essayé pour nous reconnecter. Je planifiais des soirées en amoureux et il les passait à vérifier ses emails professionnels et à envoyer des textos à sa ligue de football fantasy, MPG. J'achetais de la lingerie et il disait qu'il était trop fatigué, puis restait debout jusqu'à 2 heures du matin à regarder des vidéos YouTube. Je suggérais des activités de couple comme des dégustations de vin ou des cours de cuisine, et il disait que ce n'était pas son truc. Je cuisinais ses plats préférés à partir de 0 et il ne le remarquait pas, se contentant de manger en fixant son téléphone. Je lui écrivais des mots d'amour dans sa boîte déjeuner et je les retrouvais chiffonnés dans le vide-poche de sa voiture. J'envoyais des textos de drague pendant la journée et je recevais des réponses d'un seul mot 6 heures plus tard. J'avais fabriqué ce bocal où nous pouvions écrire les choses que nous aimions l'un chez l'autre, et son côté est resté vide pendant des mois. Je l'ai supplié d'aller à la salle de sport avec les enfants et moi. Il disait qu'il était très bien comme il était, et que les salles de sport étaient des arnaques. Je lui ai demandé de venir au gala de danse de Jade ou au match de foot de Maxime. Il disait qu'un seul parent suffisait et qu'il ne remarquerait probablement pas son absence de toute façon. J'ai acheté ce jeu de questions pour couple à faire ensemble et il a dit que ça avait l'air stupide. J'ai suggéré une thérapie et il a dit que seules les personnes brisées avaient besoin de thérapie et que nous allions parfaitement bien. Quand je pleurais et disais que je me sentais seul dans notre mariage, il levait les yeux au ciel et disait que je faisais ma dramatique, que nous étions heureux, que j'attendais trop de lui comme dans un film romantique. Il soulignait qu'il travaillait 40 heures par semaine, bien plus que les 35 heures légales, insistait-il, qu'il ne buvait pas trop, ne me frappait pas, ne me trompait pas comme si c'était des exploits au lieu du strict minimum pour un être humain. Il disait que d'autres femmes tueraient pour avoir un mari qui les laisse tranquilles au lieu de réclamer de l'attention tout le temps comme un enfant en bas âge. Il y a environ 18 mois, nous avons eu cette énorme dispute où je lui ai dit que j'avais besoin qu'il essaie de me montrer qu'il m'aimait d'une manière ou d'une autre, d'agir comme s'il m'appréciait ou voulait que je sois là. Il a ri et a dit que j'étais trop en demande affective et épuisante. Il a dit qu'il n'avait pas besoin que je fasse tout ce surplus et que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Il a dit que si je voulais gaspiller mon énergie dans des gestes romantiques inutiles, c'était mon choix, mais de ne pas m'attendre à ce qu'il fasse la même chose parce que ce n'était pas qui il était. Il a prononcé ces mots exacts, tu savais qui j'étais quand tu m'as épousé. Comme si être paresseux et égoïste était un trait de personnalité fondamental que je devais accepter. C'est là que j'ai eu un déclic. Il avait raison. C'était mon choix. Alors, j'ai choisi d'arrêter. J'ai arrêté de planifier des rendez-vous, arrêté d'acheter de la lingerie, arrêté de cuisiner des repas élaborés, et j'ai juste fait de la nourriture basique pour les enfants et moi. J'ai arrêté d'écrire des mots ou d'envoyer des textos, arrêté de demander comment s'était passée sa journée ou d'essayer de lui faire des câlins le soir, arrêté d'organiser des fêtes d'anniversaire ou des célébrations d'anniversaire de mariage. J'ai arrêté de le supplier de se joindre aux activités familiales. J'ai arrêté tout ce que je faisais en plus. À la place, j'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait le mardi soir. J'ai commencé à prendre des cours de yoga le jeudi soir. Je suis allé prendre un café avec des amis le samedi matin pendant qu'ils dormaient jusqu'à midi. J'ai rejoint un groupe de randonnée qui parcourait des sentiers le dimanche. J'ai obtenu une certification pour donner des cours de fitness à la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, locale. J'ai commencé à apprendre l'espagnol via une application et je pratiquais avec mon amie Marie. J'ai atteint la meilleure forme physique de ma vie. J'ai lu des dizaines de livres. Je me suis fait de vrais amis qui me demandaient comment j'allais et se souciaient de la réponse. J'ai appris à faire de la poterie. Je me suis mise à la photographie. Jérôme n'a rien remarqué pendant des mois. Il semblait parfaitement satisfait que nous soyons des colocataires qui partageaient des enfants. Nous n'avions pas fait l'amour depuis presque 1 an et il ne l'a jamais mentionné une seule fois.
Nous ne sortions jamais ensemble et il s'en fichait. J'ai arrêté de dire « je t'aime » et il ne le disait plus non plus. Il passait devant moi comme si j'étais un meuble. Puis son anniversaire est arrivé la semaine dernière. J'ai demandé aux enfants de lui faire des cartes avec du papier canson et je lui ai dit de commander les plats à emporter qu'il voulait pour le dîner. C'était tout. Pas de gâteau, pas de cadeau, pas de petit déjeuner spécial, pas de fête surprise, pas de week-end en amoureux, rien de plus. Juste un autre jeudi avec du traiteur chinois. Il a semblé confus mais n'a rien dit jusqu'à dimanche, où il a absolument explosé sans crier gare. Je remplissais le lave-vaisselle quand Jérôme est entré dans la cuisine. Son visage était rouge vif et ses mains tremblaient le long de son corps. Il a commencé à crier sur le fait que j'avais tout changé sans le prévenir. Il a dit que je le punissais pour quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a demandé quand j'étais devenu cette personne froide qui ne se soucie pas de notre famille. Sa voix devenait de plus en plus forte à chaque mot. J'ai continué à rincer les assiettes et à les mettre dans le panier. Le calme que je ressentais m'a surprise. Je m'attendais à me sentir coupable ou effrayé ou quelque chose comme ça, mais au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Il a exigé que je le regarde pendant qu'il parlait. Je me suis retourné et j'ai essuyé mes mains sur un torchon. Sa poitrine se soulevait comme s'il venait de courir 1 kilomètre. Je lui ai dit que j'avais déjà dit tout ça il y a 18 mois lors de notre grosse dispute. Je lui ai rappelé que j'avais besoin qu'il essaie de me montrer qu'il m'aimait, d'agir comme s'il voulait que je sois là. Il m'a coupé la parole au milieu de ma phrase et a dit que ce n'était qu'une seule conversation. Il a dit que je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il se souvienne de chaque petite chose que j'avais dite. Son ton donnait l'impression que j'étais folle de ramener sur le tapis quelque chose d'aussi lointain. J'ai souligné que je ne l'avais pas dit qu'une seule fois. Je vivais différemment depuis 1 an et demi. J'ai demandé s'il l'avait remarqué. J'avais arrêté de planifier des sorties, arrêté de cuisiner des repas spéciaux, arrêté de laisser des petits mots, arrêté de demander comment s'était passée sa journée. Il me regardait fixement comme si je parlais une autre langue. J'ai dit qu'il ne l'avait jamais remarqué parce qu'il était trop occupé à faire défiler son téléphone pour voir ce qui se passait juste sous ses yeux. Il a serré la mâchoire et a détourné le regard. Jérôme a changé de tactique rapidement. Sa voix est devenue plus douce et il a dit qu'il allait changer maintenant. Il a promis qu'il m'emmènerait en rendez-vous et qu'il aiderait davantage à la maison. Il a dit qu'il ferait des efforts pour lâcher son téléphone. Les mots semblaient répétés, comme s'il les avait pratiqués. Je lui ai demandé pourquoi mes 18 mois de supplication n'étaient pas une raison suffisante pour changer, mais qu'un gâteau d'anniversaire manquait l'était soudainement. Il a ouvert la bouche et l'a refermée. Aucune réponse n'est sortie. Puis son visage est redevenu rouge, et il a dit que je ne lui donnais pas une chance d'arranger les choses. Il m'a accusé de vouloir l'échec du mariage. Il a dit que j'étais injuste de ne pas accepter son offre de changer. Je lui ai dit que j'avais passé des années à accepter des miettes et à appeler ça suffisant. Il a claqué sa main sur le comptoir et est sorti de la cuisine. Je l'ai entendu aller dans la chambre et claquer cette porte aussi. Les jours suivants, Jérôme a agi comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Mardi soir, je préparais des nuggets et des coquillettes au fromage pour Jade et Maxime. Jérôme est entré dans la cuisine et a demandé quand le dîner serait prêt. Je lui ai dit que j'avais fait à manger pour les enfants et qu'ils pouvaient commander ce qu'ils voulaient. Il est resté là, l'air confus, pendant 10 bonnes secondes. Puis il a demandé ce que je voulais dire. J'ai répété que j'avais fait le dîner pour les enfants, pas pour lui. Il pouvait prendre des plats à emporter ou se faire quelque chose lui-même. Son visage est passé par environ 5 expressions différentes avant qu'il ne fasse demi-tour et ne parte. Plus tard dans la soirée, je me préparais pour le club de lecture. J'ai mis un jean et un chemisier sympa et j'ai attrapé mon sac à main. Jérôme était sur le canapé en train de regarder le football. Il m'a regardé et a demandé où j'allais. Je lui ai rappelé que c'était mardi, ma soirée club de lecture. Il a dit qu'il y avait le match et que je pourrais peut-être sauter cette semaine. J'ai dit non merci et je me suis dirigé vers la porte. Il m'a crié après en demandant ce qu'il était censé faire avec les enfants. Je lui ai dit qu'il était leur parent et que je serais de retour à 21h. En sortant de l'allée, je pouvais le voir par la fenêtre, toujours assis sur le canapé avec son téléphone à la main. Jade est entrée dans ma chambre jeudi pendant que je pliais le linge. Elle a fermé la porte derrière elle et s'est assise au bord de mon lit. Elle a demandé pourquoi papa semblait si en colère ces derniers temps. Sa voix était petite et inquiète. Puis elle a demandé si nous allions divorcer.
Je me suis assise à côté d'elle et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Je lui ai dit que papa et moi traversions des problèmes d'adultes, mais qu'elle et Maxime étaient aimés et en sécurité quoi qu'il arrive. Elle s'est penchée contre moi et a dit qu'elle avait remarqué que je semblais plus heureuse cette année passée. Elle a dit, papa ne parle presque plus à personne et reste juste assis sur son téléphone ou regarde la télé. J'ai demandé si elle avait peur. Elle a dit un petit peu, mais qu'elle était surtout confuse quant à la raison pour laquelle papa agissait si bizarrement maintenant alors que tout était pareil depuis si longtemps. J'ai réalisé qu'elle avait observé toute cette situation se dérouler bien plus attentivement que je ne le pensais. 2 semaines après son anniversaire, Jérôme a commencé à faire des tentatives évidentes pour interagir avec moi. Je cuisinais le dîner un soir et il est entré dans la cuisine. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai dit que ça allait. Il est resté là comme s'il attendait que je lui demande comment s'était passée la sienne en retour, mais j'ai continué à couper des légumes. Un autre soir, il s'est assis à côté de moi sur le canapé pendant une émission que je regardais. Il n'a pas regardé son téléphone une seule fois pendant toute l'heure. Cela semblait forcé et bizarre, comme s'il jouait pour un public. Le samedi matin, il a demandé s'il pouvait venir à mon rendez-vous café avec mes amis. J'ai dit que c'était un truc de fille, et qu'il n'apprécierait pas de toute façon. Chaque geste donnait l'impression qu'il cochait des cases sur une liste que quelqu'un lui avait donnée. Il n'y avait aucun sentiment sincère derrière tout ça. Il posait des questions, mais ses yeux semblaient vides. Il s'asseyait près de moi, mais son corps était raide et mal à l'aise. C'était presque pire que lorsqu'il m'ignorait, car au moins c'était honnête. J'ai continué à aller à mon club de lecture le mardi et au yoga le jeudi. Les samedis matins, je retrouvais mes amis pour le café pendant que Jérôme dormait jusqu'à midi. Les dimanches, j'allais faire de la randonnée avec mon groupe. Le ressentiment de Jérôme devenait plus visible chaque semaine. Il a commencé à faire des commentaires sur le fait que je n'étais plus jamais à la maison. J'ai souligné que j'étais absente peut-être 10 heures au total par semaine. Il a dit qu'on aurait dit plus que ça. Un dimanche matin, je me préparais pour ma randonnée quand Jérôme a annoncé qu'il avait prévu une activité familiale. Il voulait emmener les enfants dans un parc de trampolines intérieurs. J'ai demandé à quelle heure. Il a dit 11 heures. C'était exactement l'heure de rendez-vous de mon groupe de randonnée. Je lui ai dit que cela ne m'arrangeait pas et que je m'étais déjà engagé pour la randonnée. Il a dit que les enfants voulaient vraiment y aller et a demandé si je ne pouvais pas juste sauter une semaine. J'ai dit qu'il pouvait les emmener sans moi. Son visage s'est décomposé et il a dit que le but était de faire quelque chose en famille. Je lui ai rappelé que je l'avais invité à des activités familiales pendant des années, et qu'il avait toujours dit qu'un seul parent suffisait. Il s'est tu et s'est éloigné. Plus tard, je l'ai entendu dire aux enfants que nous ne pouvions pas y aller parce que maman avait d'autres projets. La semaine suivante, Jérôme a essayé une approche différente. Il a dit que les dîners en famille manquaient aux enfants. Il a dit que j'étais égoïste avec toutes mes activités. J'ai souligné que nous pouvions avoir des dîners en famille les 5 soirs où j'étais à la maison. Il s'est mis sur la défensive et a dit qu'il essayait juste de garder notre famille unie. Je lui ai demandé où était cette préoccupation ces 5 dernières années. Je lui ai rappelé que c'était lui qui mangeait habituellement devant la télé de toute façon. Il a dit que je déformais tout pour le faire passer pour le méchant. Sa voix est devenue forte et il a dit que tout ce qu'il voulait, c'était que les choses reviennent à la normale. Je lui ai dit que la normale était le problème. La normale signifiait que je faisais tout pendant qu'il ne faisait rien. Il a dit que ce n'était pas juste et que j'exagérais. Je lui ai demandé de nommer une seule chose qu'il avait faite pour notre mariage au cours des 5 dernières années à paraître présent physiquement. Il n'a pas pu. Au club de lecture ce mardi-là, nous discutions de notre livre actuel, mais d'une manière ou d'une autre, la conversation a tourné autour des relations. Céline a mentionné qu'elle avait remarqué à quel point je semblais plus légère et plus heureuse par rapport à il y a 1 an. Je n'avais pas prévu de partager quoi que ce soit, mais les mots sont sortis tout seuls. Je leur ai parlé de Jérôme qui me prenait pour acquise depuis des années, du fait que j'avais finalement arrêté tous les efforts supplémentaires, et de sa panique récente à l'idée de perdre sa situation confortable. Céline a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu cette histoire. Elle a dit que son ex-mari avait fait la même chose. Il l'avait complètement ignorée jusqu'à ce qu'elle arrête de s'en soucier. Puis soudainement, il voulait de l'attention quand cela l'affectait. Elle a dit, certains hommes ne valorisent pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Les autres femmes du groupe avaient des histoires similaires.
Les entendre parler m'a fait réaliser que je n'étais pas folle d'avoir des besoins dans mon mariage. Je ne demandais pas trop en voulant une attention et un respect basique. Cette validation m'a fait du bien. 2 jours plus tard, la mère de Jérôme a appelé. Elle a demandé si tout allait bien parce que Jérôme avait mentionné que nous avions des problèmes. J'ai dit que nous traversions certaines choses. Elle s'est tue une seconde puis a suggéré que je traversais peut-être une ménopause précoce. Elle a dit que les changements hormonaux peuvent faire agir les femmes différemment. Puis elle a demandé si j'avais envisagé que je pourrais être dépressive. Elle a dit que la dépression peut pousser les gens à s'éloigner de leur famille. J'étais tellement choqué que je n'ai pas su quoi dire au début. Puis j'ai demandé ce que Jérôme lui avait dit. Elle a dit qu'il avait mentionné que j'avais beaucoup changé et que je ne prenais plus soin de la famille comme avant. Il avait dit qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Jérôme s'était dépeint comme le mari inquiet face à sa femme instable. Il a dit à ses parents que j'étais le problème sans mentionner ses 5 années de désengagement total. J'ai dit à sa mère que nous allions régler les choses et j'ai raccroché. Quand Jérôme est rentré du travail, je lui ai demandé ce qu'il avait dit à sa mère. Il a dit qu'il avait juste mentionné que nous avions quelques problèmes. J'ai demandé s'il avait mentionné sa part de responsabilité dans ces problèmes. Il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de lui donner tous les détails. J'ai réalisé qu'il se voyait sincèrement comme la victime dans tout ça. Je suis monté et je me suis préparé pour aller au lit sans lui dire un autre mot. Les semaines suivantes ont été tendues, mais j'ai gardé ma routine. Club de lecture le mardi, yoga le jeudi, café avec les amis le samedi, randonnée le dimanche. Jérôme me regardait partir à chaque fois avec ce regard comme s'il ne pouvait pas croire que je partais vraiment. Environ 1 mois après son anniversaire, je pliais le linge des enfants dans le salon quand Jérôme est rentré du travail. Il a regardé le panier puis moi. Il a demandé où étaient ses chemises de travail. Je lui ai dit qu'elles étaient dans le panier à linge sale où il les avait laissées. Il m'a regardé fixement pendant une seconde puis a dit, « Je faisais toujours la lessive le mercredi. » J'ai dit que je faisais la lessive des enfants et la mienne le mercredi. Il pouvait faire la sienne quand il voulait. Son visage est devenu rouge et il a dit que la lessive était un truc de femme. J'ai continué à plier les t-shirts de Maxime et je lui ai dit que nous étions tous les deux des adultes avec des emplois. Il était capable de lire les instructions sur la machine à laver. Il a dit que j'étais mesquine et que je tenais les comptes au lieu de former une équipe. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai demandé quand remontait la dernière fois où il avait fait quelque chose pour que nous formions une équipe. Il n'a pas répondu, a juste attrapé son téléphone et est allé dans la chambre. Le lendemain matin, il n'y avait pas de déjeuner emballé dans le frigo pour lui. Il a posé la question et j'ai dit qu'il pouvait se faire un sandwich ou acheter quelque chose. Il m'a traité d'enfantine en sortant. 2 semaines plus tard, je suis rentré du yoga un jeudi soir et j'ai trouvé une babysitter dans mon salon. La jeune fille a dit que Jérôme l'avait appelée et lui avait demandé de garder les enfants quelques heures. J'étais confuse jusqu'à ce que Jérôme descende les escaliers vêtu d'un pantalon chino et d'une chemise. Il a dit qu'il avait prévu une soirée surprise pour nous. J'ai demandé pourquoi il ne m'avait pas consulté d'abord. Il a dit que c'était censé être une surprise et que nous en avions besoin. J'étais agacé qu'il ait simplement supposé que je laisserais tout tomber, mais la babysitter était déjà là et payée. Nous sommes allés dans ce restaurant italien où nous allions il y a des années. Jérôme essayait de faire la conversation, mais il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Il me demandait comment s'était passée ma journée et je commençais à répondre. Puis son téléphone vibrait et il le regardait. Après la 3e fois, j'ai juste arrêté de parler. Il ne l'a pas remarqué pendant presque 1 minute. Puis il a posé son téléphone face contre table et a dit qu'il essayait vraiment. J'ai dit qu'un dîner n'effaçait pas 5 ans à m'ignorer. Il s'est mis sur la défensive et a dit qu'il pensait que je serais heureuse qu'il fasse un effort. Je lui ai dit que l'effort signifiait un changement constant dans le temps, pas un repas chic quand il avait peur. Nous avons mangé le reste du dîner en silence. Sur le chemin du retour, il a dit qu'il ne savait pas ce que je voulais d'autre de sa part. Je n'ai pas répondu parce que je n'en étais plus sûr non plus. Le samedi matin suivant, j'étais assise dans ma voiture devant le café avant de retrouver mes amis. J'étais arrivé tôt et je suis restée assise là à réfléchir. J'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à essayer d'attirer l'attention de Jérôme que je ne m'étais jamais demandé si je voulais encore de ce mariage. Cette pensée m'a effrayé, mais m'a aussi semblé libératrice d'une certaine manière. J'avais construit toute une vie en dehors de notre relation au cours de l'année et demie écoulée.
J'avais des amis qui se souciaient vraiment de mes réponses quand ils me demandaient comment j'allais. J'avais des passe-temps qui me faisaient me sentir bien dans ma peau. J'avais atteint la meilleure forme de ma vie. Je donnais des cours de fitness et les gens me disaient que je les inspirais. J'avais appris à faire de la poterie et je prenais des photos que les gens trouvaient belles. J'aimais sincèrement la personne que j'étais devenue sans Jérôme. J'étais assise là à me demander si j'avais peut-être dépassé ce mariage. Si je méritais peut-être plus qu'un mari qui n'essayait que lorsqu'il pensait qu'il risquait de perdre sa situation confortable. L'idée du divorce après 20 ans était énorme et effrayante. Mais l'idée de passer encore 20 ans à me sentir invisible l'était tout autant. Ce dimanche après-midi, Maxime est entré dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Il avait cet air inquiet sur le visage. Il a demandé s'il était vrai que je n'appréciais rien de ce que faisait papa. J'ai arrêté de couper les légumes et j'ai demandé d'où ça venait. Il a dit qu'il avait entendu papa au téléphone avec son ami hier. Papa avait dit que maman n'appréciait rien et lui donnait l'impression que rien de ce qu'il faisait n'était assez bien. Maxime voulait savoir si c'était vrai. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur et je lui ai dit que parfois les adultes voient les situations différemment. Papa et moi travaillions à mieux nous comprendre. J'ai dit que c'était des trucs d'adultes qui n'avaient rien à voir avec lui ou Jade. Maxime a demandé si nous allions divorcer. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qui allait se passer, mais que Jade et lui étaient aimés quoi qu'il arrive. Il m'a prise dans ses bras puis est retourné dans sa chambre. Je me sentais en colère que Jérôme raconte sa version à d'autres personnes sans mentionner sa part dans nos problèmes. Je me sentais aussi coupable que les enfants remarquent tout, même si nous essayions de le leur cacher. Le mercredi suivant, Jérôme est rentré du travail plus tôt que d'habitude. Il avait l'air secoué. J'ai demandé si tout allait bien et il a dit que son patron l'avait convoqué à une réunion. Apparemment, ses performances au travail avaient beaucoup baissé au cours du mois dernier. Il avait manqué des échéances et fait des erreurs dans des rapports. Son patron avait demandé s'il se passait quelque chose à la maison. Jérôme a admis qu'il avait été distrait. Son patron lui a dit qu'il devait se ressaisir ou qu'il pourrait y avoir des conséquences. Jérôme s'est assis à la table de la cuisine et a mis sa tête dans ses mains. Il a dit qu'il n'arrivait plus à se concentrer sur quoi que ce soit. Tout s'effondrait et il ne savait pas comment réparer ça. MHM. Pour la première fois, il semblait réaliser que sa vie était un gâchis au-delà de notre mariage. Il ne pouvait plus se laisser porter par la vie. Je me suis senti un peu mal pour lui, mais j'ai aussi pensé que c'était peut-être ce dont il avait besoin. Peut-être qu'il avait besoin de voir que ses choix avaient des conséquences dans chaque partie de sa vie, pas seulement à la maison. Au cours des semaines suivantes, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Je m'asseyais dans ma voiture après le yoga ou la randonnée et je réfléchissais simplement. J'ai fait des listes de pour et de contre concernant le fait de rester ou de partir. Du côté rester, j'ai écrit des choses comme 20 ans ensemble, les enfants ayant leurs deux parents dans une seule maison, la stabilité financière, la peur de recommencer à zéro. Du côté partir, j'ai écrit des choses comme se sentir invisible, faire tout le travail émotionnel, ne pas pouvoir croire que ces changements dureraient, vouloir plus que le strict minimum. J'en ai parlé à Céline autour d'un café un samedi. Elle a dit que seul moi pouvais décider ce qui était bon pour moi, mais elle a aussi dit que je méritais d'être avec quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi, pas quelqu'un qui n'essayait que lorsqu'il y était forcé. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai aussi pensé à la façon dont j'avais passé 18 mois à construire cette vie qui me rendait heureux si je restais avec Jérôme. Devrais-je renoncer à cela pour faire de la place à la réparation de notre mariage? Ou pourrais-je continuer à être cette version de moi-même? Je suis resté avec tous ces sentiments au lieu de me précipiter pour tout arranger pour le confort de Jérôme comme je le faisais avant. C'était étrange, mais aussi agréable de me faire passer en premier pour une fois. 3 mois après son anniversaire, Jérôme est venu dans ma chambre tard un soir. Je lisais au lit et il a frappé au cadre de la porte. Il a demandé s'il pouvait me parler. J'ai dit, d'accord. Et il s'est assis au bord du lit. Puis il a commencé à pleurer, pas juste quelques larmes, mais de vrais sanglots. Il a dit qu'il avait peur de perdre sa famille. Il a dit qu'il savait qu'il m'avait complètement prise pour acquise pendant des années. Il a parlé de la façon dont son père avait été pareil avec sa mère. Son père rentrait à la maison et ignorait tout le monde et sa mère faisait tout. Jérôme a dit qu'il avait grandi en pensant que c'était juste comme ça que le mariage fonctionnait. Il n'avait jamais appris à quoi ressemblait un vrai partenariat. Il a dit qu'il savait que ce n'était pas une excuse, mais que c'était la vérité.
Il a dit qu'il m'aimait, moi et les enfants, plus que tout, mais qu'il avait été un mari terrible. Il a demandé s'il y avait un moyen pour que je puisse lui pardonner. C'était la première fois qu'il était vraiment ouvert au lieu d'être sur la défensive ou d'essayer de me manipuler. Je pouvais voir qu'il le pensait vraiment cette fois. J'ai dit à Jérôme que j'appréciais son honnêteté envers moi. Mais j'ai aussi dit qu'une conversation émotionnelle ne suffisait pas après des années de négligence. J'ai expliqué que si nous devions réparer ce mariage, il devait faire un vrai travail, pas juste essayer pendant quelques semaines et ensuite revenir à ses vieilles habitudes. Je voulais dire une vraie thérapie, un effort constant sur des mois, un véritable changement de comportement qui dure. Je lui ai dit que je n'allais pas recommencer à faire tout le travail émotionnel pendant qu'il faisait le strict minimum et s'attendait à des éloges pour cela. J'ai dit que j'avais besoin de voir un vrai changement qui durait, pas juste de la panique quand il pensait qu'il risquait de tout perdre. Il a demandé ce qu'il devait faire et je lui ai dit de commencer par trouver un thérapeute. Il a hoché la tête et a dit qu'il le ferait. Je lui ai dit que j'étais sérieuse et il a dit qu'il le savait. Puis il est retourné dans sa chambre. Je suis resté allongé dans le noir, à me demander s'il irait vraiment jusqu'au bout ou si c'était juste un autre moment de panique qui s'estomperait. La semaine suivante, Jérôme est rentré à la maison et m'a dit qu'il avait trouvé un thérapeute. Il avait un rendez-vous prévu pour jeudi après-midi. J'étais surprise, mais j'ai essayé de ne pas trop le montrer. Il est effectivement allé à ce rendez-vous et est rentré à la maison en me disant que ça avait été dur, mais bon. Il en a programmé un autre pour la semaine suivante. Puis il y est allé encore et encore. Il a continué à y aller chaque semaine sans que j'aie à le lui rappeler ou à le harceler à ce sujet. Après environ un mois, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Il a commencé à faire sa propre lessive sans se plaindre. Il a cuisiné le dîner quelques fois, rien d'extraordinaire, mais de vrais repas. Il rangeait son téléphone pendant les dîners en famille et demandait aux enfants comment s'était passée leur journée. Il me posait des questions sur mon club de lecture et mes cours de yoga avec un réel intérêt, pas juste pour la forme. Quand je rentrais de randonnée le dimanche, il me posait des questions sur les sentiers et écoutait vraiment mes réponses. Les changements semblaient plus sincères que ses tentatives précédentes. Il ne faisait pas les choses pour être félicité ou pour cocher des cases. Il semblait vraiment s'en soucier. J'étais toujours prudente et j'observais pour voir si cela durerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un tout petit peu d'espoir. 4 mois après le début de la thérapie de Jérôme, les phases finales de la Ligue des Champions ont commencé. Je suis rentré le samedi après-midi après le café avec des amis et j'ai trouvé Jérôme sur le canapé. La télé était allumée et il avait son téléphone à la main. Il était là depuis mon départ 3 heures plus tôt. Dimanche, c'était la même chose. Il a regardé des matchs toute la journée, bougeant à peine sauf pour aller chercher à manger. C'était comme faire un retour en arrière vers comment les choses étaient avant. Je me suis senti déçu, mais pas vraiment surprise. Une partie de moi attendait qu'il rechute. Lundi soir au dîner, j'ai souligné qu'il avait passé tout le week-end collé à la télé comme au bon vieux temps. Il s'est mis sur la défensive immédiatement et a dit que c'était juste les phases finales. J'ai dit que c'était le même schéma qu'avant. Il a commencé à argumenter puis s'est arrêté. Il a pris une inspiration et a dit que j'avais raison. Il s'est excusé et a dit qu'il était retombé dans ses vieilles habitudes. Il n'a pas cherché d'excuses ni essayé de justifier la chose. Il l'a juste assumé. Cela signifiait plus pour moi que s'il avait été parfait tout du long. Cela me montrait qu'il apprenait vraiment quelque chose en thérapie. Il se surprenait lui-même et corrigeait le tir au lieu de simplement s'énerver contre moi parce que je le soulignais. Le gala de danse de Jade était prévu 6 mois après le début de la thérapie de Jérôme. Elle répétait cette routine depuis des semaines, et je l'avais regardée enchaîner les mouvements dans notre salon encore et encore jusqu'à ce qu'elle maîtrise chaque pas parfaitement. Le spectacle était un vendredi soir à la salle des fêtes, et j'ai dit à Jade que je serais là tôt pour avoir une bonne place. Je n'ai rien mentionné à Jérôme à ce sujet. Je me suis dit qu'il viendrait ou pas, et je n'allais plus le supplier. Je suis arrivé 30 minutes en avance et je me suis assise au 3e rang d'où je pouvais voir toute la scène. D'autres parents remplissaient la salle autour de moi, tenant tous des fleurs et des appareils photo. J'avais mon téléphone prêt à enregistrer la performance de Jade. Les lumières se sont tamisées et le premier groupe de danseurs est sorti. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la porte, ne sachant pas si j'espérais que Jérôme la franchirait ou si je redoutais qu'il le fasse. Puis environ 5 minutes avant que le groupe de Jade ne soit censé passer, je l'ai vu se glisser au fond de l'auditorium.
Il m'a repéré et a descendu l'allée, s'asseyant sur le siège vide que j'avais laissé à côté de moi. Il n'a rien dit, m'a juste fait un signe de tête puis a tourné son attention vers la scène. Son téléphone est resté dans sa poche tout le temps. Quand le groupe de Jade est sorti, j'ai senti ma poitrine se serrer de fierté en la regardant dans son costume avec ses cheveux tirés en arrière. La musique a commencé et elle a exécuté la routine parfaitement, réussissant chaque marque, chaque tour, chaque saut, exactement comme elle l'avait pratiqué. J'ai tout enregistré, mais je l'ai aussi simplement regardé, vraiment regardé, voyant à quel point elle avait l'air confiante et heureuse là-haut. Quand ça s'est terminé, tout le monde a applaudi et les danseurs ont fait leur révérence. Jade a scanné le public et j'ai vu son visage s'illuminer quand elle nous a repérés tous les deux assis ensemble. Après le spectacle, nous avons attendu dans le hall pendant que Jade se changeait pour remettre des vêtements normaux. Quand elle est sortie, Jérôme s'est accroupi à sa hauteur et lui a dit qu'il avait adoré le moment où elle avait fait cette pirouette au milieu et que son timing sur les sauts était parfait. Tout le visage de Jade rayonnait pendant qu'il parlait de moments précis de sa performance. Elle lui a raconté à quel point cette pirouette était difficile à réussir, et il écoutait comme si ce qu'elle disait comptait vraiment pour lui. Sur le chemin du retour, Jade était assise sur la banquette arrière et parlait sans arrêt du spectacle, de ses amis et des chansons qu'elle pourrait faire l'année prochaine. Jérôme lui posait des questions et faisait des commentaires, interagissant vraiment avec elle au lieu de simplement grommeler des réponses. J'ai réalisé à quel point les enfants avaient besoin qu'ils soient là, pas seulement physiquement, mais qu'ils soient vraiment présents et intéressés par leur vie. Ce n'était pas juste moi qui m'étais senti invisible toutes ces années. Ce soir-là, après que les enfants soient allés au lit, Jérôme et moi nous sommes assis à la table de la cuisine avec des tasses de thé. Il a dit qu'il voulait parler de ce à quoi notre mariage pourrait ressembler à l'avenir. Je me sentais nerveuse, mais aussi prête pour cette conversation. Il a admis qu'il ne pouvait pas promettre qu'il serait parfait à partir de maintenant, qu'il ferait probablement des erreurs parfois et retomberait dans de vieux schémas. Mais il a dit qu'il voulait continuer à essayer, continuer à travailler sur lui-même et sur nous. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, mais que j'avais besoin de voir un effort soutenu pendant au moins 6 mois de plus avant de faire pleinement confiance au fait que ces changements étaient réels et pas juste temporaires. J'ai expliqué que j'avais été blessé trop de fois par de brèves tentatives qui s'estompaient dès que les choses redevenaient confortables. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait. J'ai suggéré que nous essayions une thérapie de couple ensemble pendant qu'il continuait ses séances individuelles. Il a accepté sans hésitation, ce qui m'a surprise. Nous avons parlé de ce dont nous avions chacun besoin de la part de l'autre, de nos limites, de ce que nous espérions que notre relation puisse devenir. C'était comme la première vraie conversation que nous avions eue depuis des années, où nous écoutions tous les deux vraiment et essayions de comprendre au lieu de simplement nous défendre. Au cours des mois suivants, Jérôme a maintenu la plupart de ses changements de comportement. Il a eu de petites rechutes occasionnelles, comme le week-end où il a passé trop de temps sur son téléphone ou le soir où il a oublié d'aider à faire la vaisselle, mais il se reprenait à chaque fois et corrigeait le tir sans que j'aie à le souligner. Nous avons commencé à avoir des soirées en amoureux régulières le mercredi soir où il rangeait vraiment son téléphone et me parlait comme s'il était intéressé par ce que j'avais à dire. Nous avons réparti les tâches ménagères plus équitablement, lui faisant sa propre lessive et cuisinant le dîner 2 fois par semaine. Il est allé au match de foot de Maxime et aux entraînements de danse de Jade, s'asseyant dans les gradins et regardant vraiment au lieu de fixer son téléphone. J'ai gardé mon club de lecture le mardi, le yoga le jeudi et la randonnée le dimanche parce que j'avais appris que j'avais besoin de ces choses pour moi-même, quel que soit l'état de notre mariage. Ces activités et ces amitiés faisaient désormais partie de qui j'étais et je n'allais pas les abandonner. Jérôme ne me l'a jamais demandé. Il semblait comprendre que le fait d'avoir ma propre vie me rendait plus heureuse, et que cela rendait notre relation meilleure aussi. Près d'1 an après l'explosion de Jérôme pour son anniversaire, notre mariage n'était toujours pas parfait. Nous avions encore des désaccords et des moments de frustration l'un envers l'autre, mais c'était sincèrement mieux que ça ne l'avait été depuis des années. Je me sentais fier de moi pour avoir fixé des limites et ne pas avoir reculé quand les choses devenaient difficiles et inconfortables. Jérôme avait encore du travail à faire et en aurait probablement toujours, mais il faisait le travail de manière cohérente maintenant au lieu de s'attendre à ce que je porte tout toute seule. Nous construisions quelque chose de plus égalitaire et honnête que ce que nous avions auparavant. Pour la première fois depuis des années, je ressentais de l'espoir pour notre avenir ensemble au lieu d'y être simplement résigné.